Que la C'est bon. caméra fonctionne. Merci La beaucoup. conférence sera en ligne. Merci beaucoup Baptiste pour cette invitation et ces mots d'introduction. Alors le titre que tu m'avais demandé, que j'ai donné à cette intervention, Logos philosophique, Logos logique managériale, je l'avais donné sous la pression, vous savez, quand on vous envoie un courrier électronique combinatoire où il faut absolument donner un titre. Et puis il se trouve que depuis j'ai lu en détail l'ouvrage de Baptiste, alors pas le dernier puisque Baptiste a quand même un rythme de production assez important qu'il n'est pas toujours facile de suivre immédiatement. Et donc j'ai lu son ouvrage passionnant intitulé Heidegger et la théorie du management. Et je me suis aperçu que l'ouvrage en question traitait de façon excellente le sujet que, par le titre que j'avais annoncé, je me proposais d'aborder. Aussi, mon exposé trouve-t-il, avant même que je l'ai commencé, se trouve-t-il frappé d'une certaine unanimité, puisque le mieux à faire finalement pour traiter ce sujet serait de renvoyer au livre de Baptiste. En fait, ce que je vais faire ce matin, c'est une sorte de dialogue avec l'ouvrage en question. Alors Baptiste Rapin, comme l'indique le titre de son ouvrage, pense le management dans une perspective philosophique qui doit beaucoup à Heidegger. Alors dans les premières pages du livre, il précise, quitte à ce que cela lui soit reproché, qu'il n'est pas entré dans les controverses infinies qui entourent la personne de Heidegger. Je pense qu'il a bien fait. Et là, je peux citer des paroles, des propos de Rémi Brague, qui datent de quelques années, des propos tenus par Rémi Brague dans un entretien. Je cite, donc, Rémi Brague évoque les polémiques dont Heidegger fait régulièrement l'objet, et il dit « Ces polémiques reviennent périodiquement, à peu près tous les 20 ans. Elles profitent à tout le monde, et pas seulement aux éditeurs et journalistes, aux auteurs, deux points. Quand on est incapable d'écrire une œuvre, on peut toujours attaquer Heidegger. Aux lecteurs, deux points. Une fois un penseur discrédité, on peut s'épargner la peine de l'étudier et de s'exposer aux questions cruciales qu'il pose. » Fin de citation. Alors la question n'est pas de dédouaner Heidegger des erreurs, voire des fautes qu'il a pu commettre, mais de se référer à ce que sa pensée peut avoir d'éclairant sur les sujets qui nous occupent. On peut préciser par ailleurs qu'invoquer Heidegger ne signifie pas adhérer à l'ensemble de sa pensée, n'avoir rien à y objecter. Et là, puisque j'étais parti dans les citations, je vais en faire une de Charles Péguy. Charles Péguy parlant, alors en l'occurrence de la philosophie de Descartes, mais ça peut se transposer à celle de Heidegger. Péguy dit « Une grande philosophie n'est pas celle contre laquelle il n'y a rien à dire, c'est celle qui a dit quelque chose. Ce n'est pas celle qui n'a pas de défauts, ce n'est pas celle qui n'a pas des vides, c'est celle qui a des pleins. Une grande philosophie n'est pas celle où il n'y a rien à reprendre, c'est celle qui a pris quelque chose. » Bon, ça s'applique excellemment à la philosophie de Descartes et ça s'applique aussi très bien, je crois, à la pensée de Heidegger. Alors, Baptiste Rapin, dans son livre, rappelle les 5 grandes périodes de l'être distinguées par Heidegger. Je cite, premièrement le grec, deuxièmement le chrétien, troisièmement le moderne, quatrièmement le planétaire, bon voilà, on y est, et cinquièmement la période de l'être que Heidegger espère, dont Heidegger espère la venue après le planétaire, et à laquelle il donne le nom d'Hespérial. Hespérial, bon en grec, les Hespérides, hein, c'est le couchant. Donc en fait, d'une certaine manière, Hespérial, c'est un synonyme d'occidental, mais bon, occidental, c'est du latin, Hespérial, c'est du grec, et donc pour Heidegger, c'est beaucoup mieux.
Donc voilà ce découpage en 5 grandes époques effectué par Heidegger dans l'histoire de l'être. Alors Heidegger voit régner à l'époque planétaire qui est la nôtre, 4e époque, l'esprit, dit-il, de la cybernétique. Et à ce stade, Baptiste Rapin montre de manière extrêmement convaincante que ce que Heidegger entend par cybernétique peut aujourd'hui être renommé de façon plus adéquate par management. Donc là, je cite Baptiste. Prémisse majeure, la philosophie en arrive à son stade terminal et se dissout dans les sciences particulières désormais unies par la cybernétique. Ça, c'est une grande thèse de Heidegger. Prémisse mineure, or la cybernétique est la théorie du management. Ça, c'est ce qu'affirme Baptiste avec des arguments pour le fonder. Et on en déduit la conclusion que le management caractérise de façon essentielle la fin de la philosophie à notre époque planétaire. Et Baptiste ajoute, la cybernétique et le management, puisque nous avons appris que celle-ci fonde celui-là, opère comme Midas en transformant tout ce qu'il touche, et petit à petit, donc, tous les domaines de l'activité humaine finissent par ressortir à la cybernétique et au management. On pourrait d'ailleurs dire, puisque là, ici, nous sommes dans une zone à vocation universitaire, que l'universitaire n'échappe pas à la règle, et qu'elle est même un domaine d'application particulièrement important. Je ne sais pas si vous connaissez la célèbre apostrophe qui avait été faite par un professeur de la Columbia University à un discours du président de la Columbia University dans les années au début des années 1950, et ce président de la Columbia University, c'était pas n'importe qui, puisque c'était Dwight Eisenhower, qui ensuite, juste après, est devenu président des États-Unis. On voit aussi que ça nous renvoie à une autre époque où on pouvait devenir président des États-Unis après avoir été président d'une université. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit la rampe de lancement la plus adéquate pour arriver à ce genre de fonction. Et donc, Dwight Eisenhower, au début de 1948 à 1953, a été président de la Columbia University, et il a fait un grand discours devant tous les membres de l'université, et où il a parlé à tous les professeurs de l'université en employant, pour s'adresser à eux, le terme d'employé de l'université. Et à ce moment-là, il y a un professeur dans l'Assemblée qui s'est levé et qui a dit « Mr. President, we are not employees of the university, we are the university. » Nous ne sommes pas les employés de l'université, nous sommes l'université. Et là, de ce point de vue-là, ce professeur luttait justement contre la mainmise managériale qui s'annonçait sur les universités, qui rend les enseignants des maillons parmi d'autres de l'université, donc des employés de l'université, alors qu'ils se considéraient comme, non pas des employés de l'université, mais l'université en elle-même. Si on voulait faire d'ailleurs de l'histoire des universités, on s'aperçoit qu'en Europe, dans l'Europe médiévale, quand les premières universités se sont constituées, voilà, merci. Il y a eu deux sortes d'universités. Il y a eu des universités qui ont été fondées par des professeurs qui se sont regroupés pour donner des cours à des étudiants. Et puis il y a eu un deuxième modèle d'université, en particulier en Allemagne, où ce sont des étudiants qui se sont réunis et qui ont fait venir des professeurs pour les enseigner. Mais dans les deux cas, si vous voulez, ce n'est pas une administration qui crée une université et qui fait venir des professeurs et des étudiants. Dans un cas ou dans l'autre, ce sont soit des professeurs, soit les enseignants qui sont le fondement de l'université. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est absolument plus le cas. Et ce professeur qui s'élevait contre les propos de Eisenhower, il avait peut-être raison de le faire, mais en même temps, c'était une bataille d'arrière-garde qui a été depuis complètement perdue. Comme l'écrit encore très bien Baptiste dans son livre, le management apparaît comme la condition de possibilité ontologique de nos vies contemporaines. Nous venons au monde jetés dans les organisations
Nous passons notre vie en leur sein ou en relation avec elles, et même notre cadavre éprouve les pires difficultés à s'en défaire. Il faut bien se résoudre à faire du management un existential. L'être jeté dans les organisations est une structure ontologique de l'existence humaine à l'époque de la planétarisation. Fin de citation. Et donc évidemment, si c'est une condition existentielle, eh bien ça s'applique dans n'importe quelle circonstance, et y compris à l'intérieur des établissements d'enseignement et dans les universités. Alors, j'exprime mon accord de fond avec le propos développé par Baptiste Rapin dans son livre, et je souscris en grande partie aux propos de Heidegger qui l'inspirent. Je souhaiterais cependant, vis-à-vis de ce dernier, introduire quand même quelques objections. On sait qu'un des grands concepts, un des concepts majeurs de Heidegger est ce qu'il appelle le Gestell, qu'on renonce souvent à traduire en français, et qu'on pourrait nommer, me semble-t-il, sans trop de déformation, le dispositif. Ce dispositif général substitué au monde par ce que Heidegger appelle l'arraisonnement, la mise à la raison du monde, transformant celui-ci en matière première au sein du fonctionnement du dit dispositif. Alors la gêne qu'il m'arrive d'éprouver vis-à-vis de la pensée de Heidegger est qu'il me semble que, à partir d'un certain moment, cette pensée heideggerienne a tendance à se mettre elle-même à fonctionner comme un nouveau Gestell, un dispositif auquel rien n'échappe. Si on est face à Heidegger, on peut lui parler de n'importe quel événement qui s'est passé dans l'histoire du monde, et finalement cet événement va trouver sa place à l'intérieur du grand récit heideggerien. Et bon, voilà, si vous voulez, le grand récit heideggerien finalement finit par avoir réponse à tout analyser en tant que moment d'installation du Gestell, et donc se met à fonctionner lui-même comme il me semble que parfois comme un dispositif. Et en particulier, toutes les grandes controverses qui ont pu agiter la pensée européenne par le passé ont tendance à se retrouver résorbées chez lui dans l'histoire monumentale qui mène à l'avènement de ce qu'il appelle le Gestell. Or, il me semble que certaines de ces controverses méritent mieux que d'être traitées comme de simples épiphénomènes historiques, et en particulier, ce sont elles qui, au fil des temps, ont maintenu la faculté de penser. C'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, à notre époque, encore penser. Et donc, au lieu de négliger ces événements passés, il convient au contraire, me semble-t-il, d'en aviver la mémoire. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple. Heidegger voit dans le passage, puisque quand on parle ici ce matin du passage du logos philosophique à la logique managériale, donc d'après Heidegger, on passe de la première époque, qui était l'époque grecque, je vous le rappelle, à la quatrième époque, celle dans laquelle nous sommes, de la planétarisation. En fait, il y a grec, chrétien, moderne, planétaire. Alors, dans le passage qui va faire passer du grec au chrétien, pour Heidegger, il y a un moment dramatique qui prépare justement la déchéance de la philosophie grecque et l'avènement du moment chrétien, c'est le passage du grec au latin. Alors, le passage du grec au latin, pour Heidegger, c'est une véritable catastrophe pour la pensée, dont, d'une certaine manière, toutes les autres vont s'en suivre. Alors je cite Heidegger, qui est cité d'ailleurs, ce passage-là est cité par Baptiste dans son livre. « La pensée romaine reprend les mots grecs sans l'expérience originale correspondant à ce qu'ils disent, sans la parole grecque. C'est avec ces traductions que s'ouvre sous la pensée occidentale le vide qui la prive désormais de tout fondement. » Fin de citation. Vous voyez que là, la thèse, elle est quand même massive. Quand on passe du grec au latin, de toute façon, philosophiquement, tout est perdu. On continue à parler, on parle, mais on ne sait plus de quoi on parle. Il n'y avait que les Grecs pour le savoir au début de l'histoire et Heidegger à la fin de l'histoire. Il retrouve, lui, en préfiguration de l'espérial, le sens des mots. Alors, on peut reconnaître dans cette dévaluation radicale de la latinité un certain tropisme allemand.
qui s'est installé à partir du XVIIIe siècle, hein, puisque au XVIIIe siècle, la grande nation en Europe, c'était la France. Et puis à cette époque-là, l'Allemagne, qui connaît un fort développement, a une volonté d'affirmation, mais le problème c'est que la place centrale est occupée par la France. Et donc il faut trouver une stratégie d'auto-affirmation pour l'Allemagne qui permette de contourner cet obstacle français. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une grande valorisation du grec en Allemagne, parce que un certain nombre d'Allemands vont pouvoir dire, bon, le latin, ce sont les Français qui en sont les héritiers, mais la Grèce, l'Allemagne, elle est héritière directement de la Grèce sans passer par le moment latin, sans passer par les Romains. Et donc, en fait, l'Allemagne a un lien plus originel que la France aux sources de la culture européenne, parce qu'il y avait ce lien direct entre la Grèce et l'Allemagne, alors que les Français se sont enlisés, finalement, non pas dans la culture antique, mais dans la civilisation romaine qui s'était développée sur les débris de la pensée grecque. Alors, Heidegger est quand même, bon, voilà, c'est pas tout à fait un hasard si c'est un Allemand qui tient ses propos très dévaluateurs sur la latinité. Alors Nietzsche, au siècle précédent, n'était pas lui-même exempt de ce tropisme, il valorisait beaucoup les Grecs et assez peu les Latins, mais cela étant, Nietzsche était quand même capable de reconnaître ce qu'il devait spécifiquement à la latinité. Et là, je vous lis un très beau passage du Crépuscule des idoles, au chapitre intitulé « Ce que je dois aux anciens ». Voilà ce que Nietzsche écrit. Alors, il parle du poète latin Horace. « Jusqu'à présent, aucun poète ne m'a procuré le même ravissement artistique que celui que j'ai éprouvé dès l'abord à la lecture d'une ode d'Horace. Dans certaines langues, il n'est même pas possible de vouloir ce qui est réalisé ici, cette mosaïque de mots où chaque mot par son timbre, sa place dans la phrase, l'idée qu'il exprime, fait rayonner sa force à droite, à gauche et sur l'ensemble, ce minimum dans la somme et le nombre des signes et ce maximum que l'on atteint ainsi dans l'énergie des signes, tout cela est romain et, si l'on veut m'en croire, noble par excellence. Tout le reste de la poésie devient à côté de cela quelque chose de populaire, un simple bavardage de sentiments. Au grec, je ne dois absolument pas d'impression d'une force approchante. Et pour le dire franchement, ils ne peuvent pas être pour nous ce que sont les Romains. On n'apprend pas des Grecs, leur genre est trop étrange et aussi trop mobile pour faire un effet impératif classique. Qu'est-ce qui aurait jamais appris à écrire avec un Grec? Qui aurait donc su l'apprendre sans les Romains? » Fin de citation. Donc là, vous voyez, vous avez l'exemple avec Nietzsche d'un philosophe allemand qui fait un certain éloge de la latinité. Bon, on pourrait ajouter que sans les Romains, nous ne connaîtrions pas les Grecs. Ça, Hannah Arendt le dit très bien. C'est par le développement de la culture latine, et justement de cette culture en tant que culture, qui n'était pas du tout un mot grec, mais un mot latin, que précisément les Romains se sont mis à l'école des Grecs. Et alors peut-être on peut être victime d'un certain nombre de contresens, de traductions malencontreuses, on peut leur reprocher énormément de choses, mais en même temps c'est quand même par eux que les Grecs, qu'aujourd'hui nous avons gardé un contact avec les Grecs. Alors par ailleurs, je ne suis pas sûr du tout que les pertes de sens attribuées au passage du grec au latin, dont parle Heidegger, soit toujours avérée. Alors, par exemple, d'après Heidegger, une catastrophe se serait produite dans le passage de la physis grecque à la natura latine, qui a donné évidemment notre nature. Bon, je ne suis absolument pas certain qu'il y ait là quelque chose de catastrophique, comme le dit Heidegger. D'une part, il y a une communauté de référence dans les deux mots physis et natura à la naissance, à ce qui naît, puisque la physis en grec, c'est lié au grec phouien, qui veut dire naître, croître.
Et la natura en latin, c'est lié au verbe nascor, qui veut dire également naître et croître. D'autre part, je me demande si la façon que nous avons de comprendre la natura romaine n'est pas influencée par ce qui est devenu beaucoup plus tard dans la culture européenne la nature. Autrement dit, nous avons tendance à attribuer aux Romains une distorsion de sens par rapport à la physis, qui n'est pas leur fait, mais est survenue beaucoup plus tard et que nous projetons sur eux. Prendre un autre mot qui est tout à fait typique de ces malentendus, c'est le mot instrumentum. Alors là aussi, il y aurait une grande catastrophe culturelle dans le passage de l'organon grec à l'instrumentum latin. Vous voyez, le grec avec l'organon qui a le sens de l'organique, alors que le latin avec instrumentum, il n'a plus que des instruments, et donc on passe dans la pensée instrumentale, et qui est responsable de toutes les catastrophes philosophiques possibles et imaginables. Alors là encore, quand on s'intéresse véritablement à ce qui s'est passé, ça ne me paraît pas du tout si clair. Hein. Si on prend le dictionnaire grec-français, le Bailly, on voit organon, traduction, instrument de travail, outil, machine de guerre, instrument de musique, organe du corps, ouvrage, œuvre. Quand on prend le Gaffio avec instrumentum, on a mobilier, ameublement, matériel, outillage, équipement et matériel de guerre, outillage, ressources, bagages. On peut parler de l'instrumenta pour les dons naturels ou pour les ressources d'énergie. Et puis c'est aussi un écrit à fonction probatoire. En fait, il n'y a pas de mot en latin pour décrire les organes du corps en général. Donc selon les organes, on va employer des mots différents. Bon, en général, si on veut désigner un organe, on dira pars corporis, une part du corps. Bon, vraiment, c'est pas se mouiller beaucoup. Et puis, alors pour les organes vitaux, les latins diront, les romains diront vitalia, pour les organes d'essence, ils diront sensus, mais quand ils n'ont vraiment pas de mots adaptés, par exemple pour les organes digestifs, ils diront instrumenta ciborum, c'est-à-dire l'organe, enfin l'instrument des nourritures, si vous voulez, si on traduisait vraiment littéralement, mais on voit bien que là, il y a cette notion d'organe comme chez les Grecs. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'on aperçoit là beaucoup plus de continuité que de rupture dans le passage du lexique grec au lexique latin. Je préciserai aussi qu'en théologie, le Christ a été qualifié de divinitatis instrumentum, et ça a été repris dans les textes de Vatican II, qui qualifie le Christ d'instrumentum nostrae salutis, instrument de notre salut. Et là, on voit qu'on n'est pas dans la pensée instrumentale telle qu'on peut la caricaturer souvent. Et donc, en fait, on a tendance à plaquer sur le latin instrumentum ce que l'instrumental en est venu à signifier dans une Europe très tardive, mais en vérité, le changement le plus important ne s'est pas situé dans le passage entre l'organon grec et l'instrumentum latin, mais beaucoup plus tardivement. C'est une question d'ailleurs qui a été étudiée en particulier très précisément par Ivan Illich, qui situe vraiment le tournant quelque part vers le XIIe siècle, où auparavant l'outil, aussi bien organon qu'instrumentum, exprimait une correspondance, mettait en correspondance le corps de la personne avec le cosmos, sur le modèle de la main, organe de tous les organes selon Aristote. Et donc là, on retrouve aussi la parenté bien soulignée par Baptiste dans son livre entre le logos et la techné, qui sont deux modes de l'apparaître. Et puis, à un certain moment, donc ça commence vers le XIIe siècle, l'outil qui perd ce caractère de médiation entre la personne et le cosmos, une manière d'adjointer la personne avec le monde, et où se crée la notion d'instrumentum separatum, d'instrument séparé de la main de son utilisateur. Et cette séparation introduit dans la relation du corps à l'outil une distance critique qui Illich, dans son vocabulaire, appelle distalité, et qui permet de décider si je veux m'emparer de l'outil ou le laisser dans sa boîte. Et là apparaît de manière très importante la catégorie de la volonté, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'usage de l'instrument va dépendre de manière essentielle d'une volonté.
Et alors, puisque j'aborde cette question de la volonté, c'est aussi une question absolument cruciale. Une chose dont ne parle pas Heidegger, et qui est pourtant, qui se joue de manière très féroce au XIIIe siècle, c'est la controverse fondamentale entre, d'un côté, les dominicains et de l'autre, les franciscains, qui sont deux ordres qui ont été créés tous les deux au début du XIIIe siècle. Controverse fondamentale entre les deux grands monstres philosophiques de ces deux ordres au XIIIe siècle sont Thomas d'Aquin, d'un côté, du côté dominicain, et Duns Scotus, du côté franciscain. Alors Thomas d'Aquin, dans la lignée aristotélicienne, va développer une pensée qui est essentiellement analogique, de type analogique, alors que Duns Scotus, de son côté, va lutter contre la pensée analogique et va soutenir dans son œuvre majeure ce qu'il appelle l'univocité de l'étang. Alors l'œuvre de Duns Scotus n'est pas d'un accès extrêmement facile, mais ce que veut dire Duns Scotus en parlant de l'univocité de l'étang, c'est qu'on peut employer les mêmes mots pour parler de n'importe quel étang, y compris donc des étangs créés comme sont les choses autour de nous et les hommes, et de Dieu. Alors que selon saint Thomas, il y a des strates différentes dans l'être, et en fait la seule manière de surmonter la distance, l'hétérogénéité qu'il y a entre ces différents types d'êtres, eh bien c'est un parler analogique. Vous savez que l'analogique, l'analogie, ce n'est pas une comparaison classique. Une comparaison, c'est A ressemble à B, alors que l'analogie, c'est A est à B, ce que C est à D. Et donc, du coup, ça permet de comparer des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, parce que, si vous voulez, vous avez un ordre d'être, vous en avez un autre, et là, en fait, de terme à terme, vous ne pouvez absolument pas comparer, ça n'a aucun sens. En revanche, vous pouvez comparer une relation qu'il y a à l'intérieur d'un certain ordre avec une relation qui a lieu dans un autre ordre. Le plus merveilleux exemple qu'on puisse trouver ancien de système analogique, c'est l'astrologie, puisque dans le système cosmologique ancien, la Terre et les cieux étaient deux mondes qui étaient radicalement différents, qui n'étaient pas formés de la même matière. Dans la physique aristotélicienne, sur Terre, on a une physique des quatre éléments, terre, air, eau et feu. Et puis, cette physique des quatre éléments veut que sur Terre, lorsqu'on lâche un objet, il tombe par terre, on est soumis à la pesanteur. Alors que dans le ciel, ce qu'on observe, eh bien, c'est des trajectoires régulières et circulaires. Et pourquoi un objet qu'on lâche sur Terre, il tombe par terre, alors que dans le ciel, il va se mettre à tourner? Eh bien, dans la physique aristotélicienne, c'est que de toute façon, ces objets ne sont pas formés de la même matière. Sur Terre, tout est formé d'une combinaison d'air, terre, d'eau et de feu, alors que dans le ciel, les éléments sont formés d'une cinquième essence, la quintessence, justement, qui a d'autres propriétés, et précisément, elle a la propriété non pas de tomber, mais de tourner. Donc vous voyez que là, on a un monde terrestre et un monde céleste qui ne sont même pas... c'est pas tous les mêmes substances, donc voilà, on ne peut pas comparer un objet terrestre à un objet céleste. Et que dit l'astrologie? Eh bien, l'astrologie, elle dit que, en fait, quand telle planète est dans tel endroit du ciel, en fait, c'est en rapport avec un événement qui va se produire sur Terre. Donc, l'astrologie est un très bon exemple de pensée analogique. Donc, saint Thomas essentiellement est dans une pensée analogique, Duns Scotus est dans une pensée de l'univocité qui dit que les prédicats peuvent toujours s'employer de la même manière dans quelques domaines qu'ils s'appliquent. Alors c'est aussi la controverse entre l'universalisme et le nominalisme. Et puis, c'est la controverse aussi dans la hiérarchie des facultés entre l'entendement et la volonté, puisque d'après saint Thomas, la faculté suprême pour l'être humain qui le fait partager quelque chose de l'esprit de son créateur, c'est l'entendement. C'est par l'entendement que, finalement, je pénètre quelque chose du plan divin et que donc j'y occupe une place particulière par rapport à toutes les autres créatures,
alors que pour Duns Scotus, ce qui me fait ressembler à Dieu, ce qui fait que je suis à son image, à sa ressemblance, c'est la volonté, puisque en fait, Dieu est essentiellement infini. Les êtres humains sont des êtres qui sont finis de toutes parts, mais il y a une trace d'infini en eux, c'est qu'il y a de l'infini dans leur volonté, et donc c'est par la volonté que l'être humain est semblable à son créateur. Et donc là, vous avez la controverse, la grande controverse entre saint Thomas et Duns Scotus qui va se poursuivre, entre la controverse entre les dominicains, héritiers de saint Thomas, et les franciscains, héritiers de Duns Scotus, entre les tenants de l'entendement et les tenants de la volonté. Et alors, cette insistance sur la volonté me permet d'enchaîner avec Descartes, alors qui fait partie aussi des bêtes noires de Heidegger. Je cite Heidegger, qui est là aussi est cité de manière tout à fait opportune par Baptiste dans son livre. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Au début de la philosophie moderne se trouve la proposition de Descartes « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Toute conscience des choses et de l'étant dans sa totalité se voit ramenée à la conscience de soi-même du sujet humain en tant que le fondement inébranlable de toute certitude. Et un peu plus loin, Heidegger enfonce le clou. Pour Descartes, l'homme est la mesure de toute chose, au sens où il se prend lui-même pour la mesure de l'élargissement du représenté, aux fins de la certitude se garantissant elle-même. Bon, au passage, vous avez un petit exemple, un petit échantillon du style heideggerien, qui n'est pas toujours extrêmement digeste, hein, surtout en français. Mais enfin, disons, retenons le début de la phrase. Pour Descartes, dit Heidegger, l'homme est la mesure de toute chose. Et donc, il voit cela comme véritablement un acte de naissance de la philosophie moderne, quand juste auparavant j'évoquais saint Thomas et Duns Scotus, là on était dans le moment chrétien identifié dans l'histoire de l'être par Heidegger. Avec Descartes, on passe à ce moment-là dans l'époque moderne. Mais enfin, cela étant, moi ce qui m'étonne énormément dans cette présentation que fait Heidegger de la pensée de Descartes, c'est qu'on dirait que quand Heidegger a pris les méditations métaphysiques de Descartes, il a lu la première et la deuxième méditation, puis s'est arrêté là. Or, en fait, il y en a quand même 6, quoi. Et en particulier, Heidegger ignore complètement qu'après la deuxième méditation de Descartes, où il y a le cogito ergo sum, je pense donc je suis, il vient une troisième qui introduit quand même un personnage qui a quand même quelque importance dans l'intrigue, qui est Dieu. En fait, vous savez, Descartes entend refonder toute la philosophie. En fait, à son époque, Descartes se rend compte que la philosophie, c'est un mélange de choses vraies et de choses fausses. Bon. Et en fait, c'est extrêmement difficile de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, il dit, quand on a un panier de pommes, et puis que dans le panier, il y a des pommes qui sont saines et il y a des pommes qui sont pourries, comment on fait pour faire le tri? Eh bien, on vide le panier. Le panier est vide, et puis après, on reprend les pommes une à une, et puis on regarde, celle-là, elle est saine, je la mets dedans, celle-là, elle est pourrie, je la jette. Enfin, il dit qu'il faut faire pareil en philosophie. Donc, en fait, il faut vider complètement le panier avant de recommencer à le remplir avec des choses dont je serai sûr qu'elles seront saines. Donc c'est la première méditation, c'est l'épreuve du doute radical. C'est là où il dit, finalement, je ne vais plus croire à rien, je vais douter de tout, ça revient à vider le panier de pommes. Bon. Puis après, il se demande, bon, bah, voilà, quelles sont les pommes saines que je vais pouvoir remettre à l'intérieur. Donc dans la deuxième méditation, en fait, il est très embêté parce que, bon, voilà, est-ce que je vais réussir à trouver quelque chose que je peux mettre dans mon panier? Et il se rend compte que, quoi qu'il dise, en fait, peut-être toujours, il est possible qu'il se trompe. Parce qu'il dit, par exemple, si je dis « je me promène », bah, quand je dis que je me promène, si ça se trouve, je ne me promène pas du tout, je suis allongé dans mon lit en train de rêver, je rêve que je me promène, et donc, en fait, si j'accepte comme vérité « je me promène », il est très fort possible que je me trompe. Et là, il trouve une proposition formidable qui est le « je pense », parce qu'il dit là, quand je dis que je pense, je ne peux pas me tromper, puisque se tromper est encore une modalité de la pensée.
Donc quand on dit « je pense », il est impossible de se tromper, puisque se tromper est encore penser. Donc voilà. Donc là, c'est une phrase qui, lorsqu'on la prononce, est forcément vraie. C'est un peu, si vous voulez, l'inverse de ce qui fascinera tellement les mathématiciens à la fin du XIXe siècle, quand ils seront à la recherche des fondements de la mathématique. C'est le paradoxe du menteur, où là, quand c'était la personne qui dit « je mens », vous savez, bon, il faut élaborer un peu pour que ça devienne vraiment rigoureux, mais enfin là, les mathématiciens trouvent une phrase qui, de toute façon, est fondamentalement fausse. Bon, aboutit à un paradoxe, on ne peut pas s'en sortir. Là, en l'occurrence, le « je pense », c'est au contraire une parole qui est fondamentalement vraie. Bon. Ça, c'est la deuxième méditation, et c'est là où s'arrête Heidegger. Bon, voilà, cogito ergo sum. Mais évidemment, Descartes est arrivé à une certitude, mais c'est quand même très très pauvre. Si on n'a que ça pour faire son chemin dans le monde, on ne va pas aller très loin. Et c'est là qu'arrive la troisième méditation, et dans la troisième méditation, ce que découvre Descartes, c'est qu'il a la pensée d'un être infini, donc on va appeler Dieu pour simplifier, et en fait, comme lui s'éprouve comme de toutes parts fini, il dit, moi, en tant que fini, je ne peux pas, je suis incapable, je ne pourrais pas avoir l'idée d'infini si elle ne m'a pas été transmise par cet être infini. Et donc c'est là qu'il arrive à une sorte de preuve ontologique de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que si j'ai l'idée de Dieu, c'est forcément que Dieu existe, puisque s'il n'existait pas, j'aurais jamais pu avoir cette idée. Bon, et c'est une fois qu'il a cette idée de Dieu qu'ensuite il va pouvoir développer la science, etc., dans les méditations suivantes. Mais la troisième méditation de Descartes, elle est extrêmement importante. Et alors Jean-Luc Marion a très bien montré dans ses différents ouvrages la structure du fondement chez Descartes, c'est ça sa grande originalité philosophique, c'est que le fondement chez Descartes, c'est un fondement duel. En fait, d'un côté, chronologiquement, c'est d'abord le je pensant qui vient, mais ensuite le je pensant découvre l'existence de Dieu, se découvre à ce moment-là comme créature de Dieu, et donc ontologiquement, ensuite, c'est Dieu qui devient le fondement. Donc, et en fait, mais cela étant, chez Descartes, on a un fondement en deux parties, puisque ontologiquement, on peut dire que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, mais en fait, ça n'est que par le moi pensant que j'ai accès à Dieu. Et donc, en réalité, on a un fondement qui est partagé entre le je pensant et Dieu. Dieu crée le je pensant, mais c'est par la pensée du je que je peux avoir accès à cette connaissance de Dieu et ensuite du monde. Donc en fait, ça, Heidegger évacue complètement la troisième méditation, et toute une tradition ensuite, enfin c'est pas le seul, il y a toute une tradition qui va donner un certain cartésianisme, qui va précisément ne retenir de Descartes que le fondement individuel de la pensée, et pour estimer que le reste, en fait, ça n'est pas important. Bon, cela étant, ce que j'ai dit, cette dualité du fondement chez Descartes, ça va quand même beaucoup nourrir les controverses autour de la réception de Descartes, des controverses qui vont être infinies. Là, je peux me reporter à un livre passionnant de François Azouvi qui s'appelle « Descartes et la France », et qui montre que dès l'époque de Descartes et ensuite au cours de tous les siècles qui ont suivi, il y a eu des très grandes controverses sur la façon d'interpréter Descartes, avec Descartes qui a été condamné d'abord par les religieux, et qui a été enrôlé par les rationalistes, et puis ensuite il y a eu des retournements, les religieux se sont rendus compte qu'au contraire, Descartes pouvait être enrôlé dans leur camp, et à ce moment-là les rationalistes se sont mis à le rejeter, enfin bon, et il y a des chassés-croisés comme ça qui sont tout à fait étonnants. Si je voulais en donner un échantillon qui est quand même assez amusant, c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Vous savez que Descartes était parti à la fin de sa vie, enfin, il ne savait pas encore être la fin de sa vie, mais qui allait être la fin de sa vie. Il avait répondu à l'invitation de Christine de Suède, il est parti à Stockholm, et puis là-bas il a pris froid, il est mort d'une pneumonie en 1650. Il a été enterré sur place, et puis un peu plus tard, dans les années 1660, ses cendres ont été rapatriées en France. Il a construit un cénotaphe pour les recueillir. Et puis alors, pendant la Révolution française, bon, l'église Sainte-Geneviève a été reconvertie en Panthéon, et alors
s'est ouvert la question, qui allait ton mettre au Panthéon? Alors vous savez que les premiers à entrer au Panthéon étaient Mirabeau, Voltaire et Rousseau, mais immédiatement il y a aussi des gens qui ont dit qu'il faut absolument mettre Descartes comme héros de la pensée, de la philosophie moderne, qui nous a fait sortir des ténèbres médiévales, enfin bon. Et il y avait une sorte de consensus apparemment pour mettre Descartes au Panthéon. Mais, alors il y a Chénier qui a fait un discours devant l'Assemblée très très favorable à ce transfert de Descartes au Panthéon. Et puis est arrivé Louis-Sébastien Mercier qui a fait un autre discours devant l'Assemblée en disant « mais vous n'y songez pas, Descartes, mettre ce Descartes au Panthéon, alors qu'en fait c'est encore un médiéval, où il parle de Dieu, il a empêché les saines lumières de se répandre, il a fait prendre un retard d'un siècle au moins à la France par rapport à la science anglaise, newtonienne, etc. » Et il y a eu des controverses énormes sur est-ce qu'il fallait mettre Descartes au Panthéon ou pas, qui ont duré, et puis en 1816, la question n'avait toujours pas été réglée, puis là il n'était plus question de mettre des gens au Panthéon à ce moment-là, et à ce moment-là c'est le curé de Saint-Germain-des-Prés qui a dit écoutez, si vous ne savez pas où les mettre, donnez-les-moi, et depuis les cendres de Descartes donc sont à l'église Saint-Germain-des-Prés. Mais je vous ai raconté ça uniquement pour vous montrer que bon, l'héritage de Descartes a été extrêmement controversé et que Heidegger, en fait, bon, lui, ne tient absolument pas compte de tout ce qui peut y avoir, peut nourrir la controverse chez Descartes, en ne retenant qu'un certain Descartes, celui du cogito, mais qui, encore une fois, je ne dis pas qu'il évidemment il a très grande importance, mais enfin, ça n'est que la deuxième méditation, et il y en a qui suivent, quoi. Donc, voilà. Alors, ce qui est vrai, en revanche, chez Descartes, c'est qu'il y a un primat de la volonté. Pour lui, c'est par la volonté que l'homme s'apparente à Dieu. Je le cite, « C'est la volonté principalement qui me fait connaître que je porte l'image et la ressemblance de Dieu, car encore qu'elle soit incomparablement plus grande dans Dieu que dans moi, soit à raison de la connaissance et de la puissance qui s'y trouve jointe, la rendre plus ferme et plus efficace, soit à raison de l'objet d'autant qu'elle se porte et s'étend infiniment à plus de choses, elle ne me semble pas toutefois plus grande si je la considère formellement et précisément en elle-même. » Bon, et là, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une originalité de Descartes, et là, en fait, Descartes n'est absolument pas original, il ne fait que répéter exactement Duns Scotus. Et donc là, il s'inscrit véritablement dans la filiation franciscaine de la volonté, première faculté de l'homme par rapport à l'entendement qui était défendu par saint Thomas. Et donc là, il y a également aussi une répudiation très forte chez Descartes de l'analogisme, puisque aucune analogie n'est possible selon lui entre la res extensa et la res cogitans. Bon, alors, et puis pour terminer, je voudrais évoquer un événement central qui a conduit à l'effondrement à la fois du cosmos grec et de l'analogisme, de la pensée analogique qui lui était liée. C'est un événement qui s'était produit au siècle précédent Descartes, mais qui va faire sentir ses répercussions au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. C'est l'avènement du système de Copernic. Alors les répercussions de cet avènement ont été absolument immenses. Ça a vraiment été l'acte de décès du cosmos grec en tant qu'ensemble bien ordonné. Je rappelle qu'en grec, cosmos, ça veut dire ensemble bien ordonné. Il se trouve que les langues archaïques n'avaient pas de mots pour désigner les totalités. Donc il y avait essentiellement deux manières de désigner les totalités dans les langues archaïques. C'était les désigner soit par des énumérations. C'est pour ça que dans la littérature archaïque, on peut trouver de très longues énumérations. Si on prend l'Iliade, par exemple, il y a un chapitre, c'est l'énumération de tous les guerriers qui vont faire la guerre à Troie. Et puis, dans la Bible, on trouve aussi beaucoup de très longues énumérations. Ou bien alors, on désignait une totalité par ses extrémités. Donc, par exemple, on n'avait pas de mot pour dire le monde, donc on disait le ciel et la terre. Bon, ben, le ciel et la terre, ça voulait dire tout, parce qu'on désignait ça par ses bornes. Et quand la philosophie grecque s'est développée, donc on date l'acte de naissance, ce serait 6e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, enfin pour fixer les idées,
En fait, à ce moment-là se développe une pensée conceptuelle. Les philosophes ressentent le besoin de termes englobants pour désigner la totalité. Ils n'en ont pas à leur disposition. Ils vont aller pêcher dans le lexique dont ils disposent le terme cosmos, qui veut dire ensemble bien ordonné. Dans l'Iliade, par exemple, le mot cosmos apparaît souvent, mais jamais pour désigner l'ensemble de ce qui est. C'est toujours dans des circonstances particulières. Souvent, les choses sont faites katakosmon, ça veut dire comme il faut, comme il convient de les faire, comme il est bon de les faire. Quand Agamemnon range son armée en ordre de bataille, quand elle est bien rangée, elle est cosmique. Bon. Et ce sens d'ailleurs d'ensemble bien ordonné, on le retrouve dans le français cosmétique. Le cosmétique, hein, c'est ce qui est là pour nous donner belle apparence. Les Grecs, en même temps, donc, ont pris le mot cosmos, les philosophes grecs ont pris le mot cosmos pour désigner l'ensemble de ce qui est, mais ça n'est pas un mot descriptif, c'est aussi en même temps, ça va beaucoup plus loin, puisque c'est un mot aussi qui renseigne sur ce qu'est cet ensemble, c'est-à-dire cet ensemble est tout sauf un chaos, c'est un ensemble bien ordonné, c'est un cosmos. On peut opposer en grec chaos à cosmos. Alors dans le système de Ptolémée qui a dominé les représentations depuis la fin de l'Antiquité, pendant toute la période médiévale jusqu'au XVIe siècle et au système de Copernic, on a la Terre qui est au centre. Alors je vous avais, si on peut le regarder et voir une image, oui, il est un peu endorsé là. Ça va arriver. Bon, donc on a la Terre au centre. Alors que dans le système de Copernic, évidemment, ça va être le Soleil qui va se retrouver au centre, et à ce moment-là, la Terre va devenir une planète parmi les autres. Et dans ce sillage-là, l'univers dans son entier va être formé du même type d'éléments, obéissant aux mêmes lois que la science moderne va mettre au jour. Donc là, ça c'est une représentation du système de Ptolémée qui date du XVIe siècle, peu de temps avant l'avènement du système de Copernic. Ça c'est dans la première moitié du XVe siècle. Donc là, en fait, ici, on a la Terre au centre, et puis on a les diverses orbites célestes autour. Donc la première, c'est la Lune. Et en fait, la Lune qui fait la frontière entre le monde terrestre et le monde céleste. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde terrestre, on parlait plutôt de monde sublunaire, hein, puisque c'est la Lune qui fait la frontière entre le monde terrestre et le monde céleste. Et comme je vous le disais, ce sont deux mondes qui sont vraiment de nature radicalement différente, avec éventuellement l'astrologie, qui est un système analogique qui repère un certain nombre de rapports analogiques entre ce qui se passe au centre, dans le monde sublunaire, et ce qui se passe dans les sphères, dans le monde céleste. Alors je précise que dans ce schéma-là, ça c'est une grande erreur intellectuelle propagée par Freud au XIXe siècle. En fait, Freud a dit que le système de Copernic avait été une grande blessure narcissique pour l'être humain, puisque avec le système de Copernic, il avait été expulsé du centre du monde. Et donc il avait été très vexé. Et donc s'il y avait eu des résistances au XVIe siècle et au XVIIe siècle à l'avènement du système de Copernic, c'était parce que l'orgueil humain se sentait blessé d'être exilé du centre du cosmos. En fait, c'est vraiment un contresens absolument total, puisque dans cette vision cosmique ici, le centre est le point, le pire du cosmos. Et plus on s'élève dans les sphères célestes, mieux c'est. Et par exemple, si quand on dit qu'on est au 7e ciel, c'est très bien, c'est bien parce que justement, plus on s'élevait dans les sphères célestes, mieux c'était. Et donc d'ailleurs, quand ce schéma-là a été récupéré par les chrétiens, ils ont rajouté sur le schéma de l'Antiquité. Alors,
Dans l'Antiquité, on avait les sphères célestes. Ce qu'a fait Aristote, c'est qu'il a rajouté ici le premier mobile, c'est-à-dire en fait le premier mobile immobile, mais qui mettait tout en branle. Et puis ce qu'ont rajouté les chrétiens, c'est qu'ils ont rajouté encore à l'extérieur le séjour divin. Bon. Mais vous voyez que, évidemment, Dieu, c'est le fait plus ultra. Et donc, en fait, plus on part de la Terre pour aller vers les sphères supérieures, mieux c'est. Et donc, en fait, la Terre, ici, était le lieu le pire de l'univers. Et en fait, là, en réalité, les plus grandes résistances à l'avènement du système de Copernic, ça a été de le critiquer comme étant un effet de la vanité